Bonjour, c'est Bruno Salomon. Bienvenue dans 100% PSG La Tribune, le podcast d'ici Paris, Île-de-France, podcast débat, épisode 16 aujourd'hui, épisode de débrief de la défaite du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions face au Bayern Munich. Et je ne sais pas pour vous, moi je suis passé d'une soirée alléchante à cauchemar en cuisine dans cette rencontre. Moi qui pensais passer une bonne soirée, eh bien en 3 temps de mouvement, à 3h du matin, je me suis retrouvé dans mon canapé à être encore énervé d'une rencontre que j'ai pu voir. Alors oui, le Paris Saint-Germain, bien évidemment, s'est fait dominer sportivement. Il n'y a aucun problème. Cette équipe du Bayern Munich est survitaminée. Elle nous a explosé en première mi-temps, mais après, il y a 2-3 choses qui m'ont quand même déplu, bien évidemment, dans cette compétition, dans cette rencontre. Et j'espère qu'on va en parler, bien évidemment. On est tombé sur une équipe qui nous a grignoté le cerveau et qui est tombé sur une équipe qui a été plus vicieuse que nous. On a été un peu des enfants de cœur face à cette équipe du Bayern Munich et j'en avais un peu gros sur la patate, je dois bien l'avouer. J'étais un peu tout énervé. J'espère juste qu'une chose, qu'on retrouvera le Bayern Munich en quart, en demi ou en finale et que les joueurs du Paris Saint-Germain se rappelleront de plein de petites choses. Je sais pas moi, Diaz qui sourit après le tacle qu'il a pu faire sur Achraf Hakimi. J'espère que Vincent Kompany en survêtement, les bras en croix, en train de courir comme un dératé sur le terrain, pensant qu'il a gagné la Ligue des Champions. J'espère qu'on s'en souviendra aussi du côté de Luis Enrique. Bref, toutes ces petites choses qui font mal et qui font mal à la tête. J'espère que les Parisiens les retiendront pour une revanche, bien évidemment, dans cette compétition. En tout cas, hier soir, le Munich nous a peut-être fait redescendre sur terre un peu, c'est vrai, un tout petit peu quand même. Ils sont meilleurs en ce moment, mais vivement les retrouvailles, sincèrement, car chers Bavarois, nous n'avons qu'un seul genou à terre et nous sommes toujours vivants. Sur ce, bienvenue dans Tribune. J'attends juste vos avis, bien évidemment, sur la chaîne YouTube. Vous n'hésitez pas, les j'aime et les abonnements. Abonnez-vous, comme on dit dans l'armée. Moi, je vous demande juste de vous abonner. C'est pas très très difficile. Un petit like et un petit abonnement, c'est toujours cool. Et puis, bien évidemment, tous ceux qui nous écoutent en téléchargement depuis des années, je vous remercie, bien évidemment. Et vous aussi, vous pouvez vous abonner. Allez, c'est parti. 100% PSG, la tribune. Au sommaire de cette tribune, le PSG qui prend donc une gifle, le score 2-1. C'est pas une grosse gifle, mais sportivement, c'était quand même très compliqué face au Bayern Munich. Le match a été dur. On va bien évidemment en parler dans cette tribune 100% PSG avec les j'aime pas. On se demandera aussi si cette défaite est à mettre sur le compte de Luis Enrique. On l'a pas fait souvent depuis quelques mois, voire depuis même une année. Mais là, cette fois-ci, est-ce que Luis Enrique ne s'est pas finalement planté dans ses choix? On va en parler. Un match où on a vu aussi une cascade de blessés, Dembélé, Hakimi, et si je vous rajoute Désiré Doué dans l'équation en quelques jours, ça fait quand même beaucoup et on se demandera s'il est blessé, eh bien, à qui la faute finalement? Est-ce que c'est les joueurs qui veulent revenir trop tôt? Est-ce que c'est le staff qui demande aux Parisiens de revenir beaucoup trop vite sur le terrain? On en parlera bien évidemment. Du ça et du reste, on en parle dans 100% PSG La Tribune. C'est parti. 100% PSG, la tribune. Qui compose l'équipe du jour? Ils sont deux, ils sont bons, ils sont beaux. C'est Ambre Godillon qui est avec nous, journaliste à la chaîne L'équipe. Salut Ambre. Salut Bruno. Comment ça va? Eh ben, super. Bien? Prête à débriefer tout ça. Prête à débriefer, effectivement. Il y a des choses à dire. Il y en a, pas Il y en mal. a des choses. Tidiane Mbo est avec nous aussi en studio. Salut Tidiane. Salut Bruno, salut Ambre, salut tout le monde. Du Winamax FC, de la chaîne L'équipe aussi. Comment on se retrouve finalement du côté de la chaîne L'équipe? Les amis, toi aussi ça va? Oui, Oui. on a eu des meilleures matinées, mais C'est ça. il y aura de meilleurs lendemains aussi. C'est ça. On en a eu des beaux lendemains là, pendant tout 2025 et effectivement, là, il y a un petit peu d'amertume. Voilà. Autant, tu vois, Chelsea, la Coupe du Monde des clubs, moi, ça me dérangeait pas trop, mais là un petit peu plus. Alors, petit astérix, parce que quand même, j'avais vu que Tidiane était décoiffé, mais il dit matinée quand même. On est l'après-midi. Je sais pas à quelle heure il s'est réveillé. On enregistre mais déjà, en début d'après-midi. ça donne le ton déjà. Les amis, juste avant de faire le j'aime pas et de cette rencontre, cette défaite de Buzyn, comme ça, là, un ressenti sur cette rencontre, Tidiane? La sensation quand même d'être tombé sur une très grosse adversité, parce qu'on va être là dans un bilan anglais Paris Saint-Germain, mais il faut quand même aussi
respecter ce qu'a fait le Bayern hier. Moi, je les ai trouvés vraiment impressionnants sur le plan athlétique. Je trouve que c'est une équipe qui a bossé son sujet, et ça se voyait aussi sur la dimension tactique, avec des joueurs qui savaient exactement ce qu'ils avaient à faire et qui ont parfaitement respecté le plan du coach. Et puis après, la qualité individuelle aussi de certains joueurs qu'on avait peut-être un petit peu mise de côté. Mais moi, quand je vois que Neuer est capable encore d'enchaîner les arrêts, que Kimmich est capable d'être ce métronome... Neuer qui a du mal à se relever après. Hein, il fait un arrêt, mais après, derrière, il met 3 heures pour se relever. Mais ça, je pense que du côté du Bayern, on s'en accommode volontiers si les arrêts ils sont décisifs. Et hier, il y en a quand même un ou deux qui le sont. Donc non, moi, j'ai envie de retenir aussi le fait qu'hier, le PSG a perdu contre une très bonne équipe, et peut-être celle qui, à la race, pour reprendre un vocabulaire un peu tennistique, est peut-être la meilleure équipe européenne du moment. Ouais, effectivement, sur le papier, ils viennent d'enchaîner une 16e victoire consécutive. Les Munichois, toi, ton ressenti comme ça après un match pareil à Ombre? Il y a deux choses. En effet, le retour sur terre d'un Paris Saint-Germain champion d'Europe qui se fait courber les chines par un Bayern Munich plus fort. Voilà, ça, je pense qu'on est tous raccords pour le dire. J'enfonce une porte ouverte. Et ensuite, il y a une petite forme de déception quand même. De lendemain d'un match qu'on promettait comme une finale. Ça devait être l'apôtre du jeu, du football, etc. Et je trouve que ça a été un peu terni par les scénarios au cours du match et par l'anti-jeu. Finalement, c'est tout ce que j'attendais pas d'un match comme ça au sommet. Voilà. La première mi-temps, le 11 contre 11, on se fait bouffer. Mais peu importe, c'était du beau football. Bah oui, voilà, bah c'est-à-dire qu'il y ça. avait des beaux duels, Paris Saint-Germain ou Bayern Munich. Là, on était au rendez-vous, quoi. Et ensuite, je trouve que ça a été gâché, quoi. La fête a été gâchée par les acteurs sur le terrain et ce qui s'est passé. Mais Bruno, je ressors un lendemain, moi j'ai un peu de déception quand même. Tu disais juste avant que l'importance de la Coupe du Monde des clubs était peut-être relative côté PSG, mais moi j'ai l'impression que du côté du Bayern, ce match il a servi de base aussi pour se motiver. Et quand tu vois l'agressivité qu'ils ont mis... par contre, eux, ils ont vu Chelsea et Botafogo. Hein. Ils en ont retenu les enseignements. Leur défaite. Et puis voilà, ils sont bien souvenus aussi du match perdu à 11 contre 9 sur les dernières minutes, avec cette blessure de Moussiala aussi qui avait marqué les esprits. Donc aujourd'hui, le PSG Bayern, c'est une rivalité européenne. Donc moi, je trouve ça logique qu'il y ait de la tension. Après, c'est toujours quelle est la frontière à ne pas franchir entre la tension et l'agressivité acceptable. La tension peut donner du sel à un match. Le problème, c'est quand ça gâche le jeu. Et hier, je ne sais pas si toi, tu as apprécié cette deuxième mi-temps. Moi, personnellement, qui aime voir du beau football, j'ai trouvé que c'était haché. Je n'ai pas particulièrement aimé la manière dont... Elle n'a pas dit haché. Mais moi, j'aurais dit haché aussi. T'as aimé ? Moi, ça ne me gêne pas tant que ça reste dans le cadre du jeu et de ce que le jeu permet. Après, sur certaines des attitudes, autour notamment du carton rouge, on va peut-être en parler après. Là, j'ai un petit peu moins aimé le comportement de certains joueurs et entraîneurs bavarois. Mais après, pour le reste, qu'une équipe puisse faire de l'anti-jeu et tant que ça reste dans un cadre réglementaire, il faut. Je trouve que quand t'as tellement d'armes que t'es le Bayern Munich, montre ce que t'as dans le ventre, ils en sont tellement capables en fait. Je pense qu'ils avaient besoin de ça aussi pour se motiver, d'avoir cette rage. Ça, pour le coup, on l'a ressenti, même dans certaines des déclarations d'avant-match. On vient leur faire mal, c'était la déclaration de Neuer, on vient on fait passer des messages. Tu sentais qu'ils avaient envie et besoin de gagner ce match, peut-être un petit peu plus que le Paris Saint-Germain, mais c'est quand même une équipe qui a des choses à se prouver, avec un entraîneur qui est un jeune entraîneur de 39 ans, qui a besoin d'épingler comme ça des adversaires de prestige pour un petit peu remplir sa carte de visite. Et moi, j'ai ressenti une différence dans, je vais pas dire la motivation, mais la surmotivation du Bayern hier. Vraiment, je lui reproche de se pointer en survêt dans un stade en match de Ligue des Champions. C'est pas possible. On peut pas. Ça, avec une casquette sur la tête, je comprends pas. Juste, est-ce qu'on était peut-être pas un peu, et on attaque les j'aime pas après, mais est-ce qu'on n'est pas arrivé un peu, j'ai entendu, moi, Bradley Barcola qui disait, dans l'envie, on n'était peut-être pas prêt au départ à la sortie du match. Après, tu cites Bradley Barcola. Oui, mais est-ce qu'on était peut-être pas un peu en mode boy scout? Nous, on continue à jouer notre beau jeu. Et effectivement, on savait que le quart de finale, il l'avait pas digéré. Moussiala, il l'avait pas digéré. Ils étaient à fond et ils voulaient absolument nous emplâtrer. Est-ce que nous, en fait, on s'est mis vraiment à l'heure au réveil à Ligue des Champions? Non, je pense que tu as raison, Bruno. Après,
tu cites Bradley Barcola, Oui. qui est avec son Oui. flegme bien connu quand même, qui n'est pas un foudre Un de peu trop, guerre, d'ailleurs. évidemment, sur le terrain comme en termes de communication. Mais c'est vrai que le Paris Saint-Germain pointait pas ce match comme un match crucial dans son cahier des charges, parce que le PSG est en course dans tout ce qu'il doit faire en Ligue 1, en Ligue des Champions, n'est pas hors circuit. Donc le Paris Saint-Germain, avec vraiment tous les vents contraires qu'il a eu à faire, avec les blessés évidemment, cette équipe qui a fait une préparation d'1 mois et demi après son été un peu tronqué, etc. En fait, tu as l'impression que pour l'instant, c'est le laboratoire de Luis Enrique, cette première partie de saison, et qu'on verra au printemps. On balaye pour l'instant un petit peu, là où le Bayern Munich avait vraiment pointé le rendez-vous avec le champion d'Europe, et vraiment qui arrivait avec le couteau entre les dents, quoi. Évidemment que c'était pas du tout la même approche. Ah bah là, on a pris un autobus, en tout cas, Ouais. plein fer pour du côté du Paris Saint-Germain. Les amis, on attaque avec le j'aime pas. Voilà, je voulais faire un petit peu revenir sur cette rencontre. On le rappelle, doublé de Luis Diaz avec un but de Joao Neves pour réduire la marque, mais le Paris Saint-Germain est tombé sur un os en seconde période malgré un jeu à 11 contre 10 avec l'expulsion de Luis Diaz qui a blessé, on le rappelle, Achraf Hakimi. On y reviendra bien évidemment dans ce podcast. Tidiane, avec toi s'il te plaît, on va attaquer par, allez, soyons un peu positifs, les j'aime. Voilà, je veux entendre vos deux j'aime à vous et on attaque avec toi Tidiane. Qu'est-ce que tu as aimé hier soir ? Pas simple de ressortir du positif d'une telle soirée, mais moi je vais quand même mettre en valeur le discours que j'ai trouvé lucide et sans fausses excuses de Luis Enrique après le match, parce que je pense que trouver des solutions quand on est en difficulté, et le PSG hier a été mis face à certaines de ces difficultés du moment, c'est d'abord faire le bon diagnostic sans faux semblant et sans se voiler la face. Et c'est ce que j'ai retrouvé dans les propos de Luis Enrique après la rencontre, quand il parle de la supériorité adverse, quand il pense que le match nul aurait peut-être même été bien payé pour le Paris Saint-Germain. Il a une faculté aussi, je trouve, à relativiser les vents contraires, et il y en a en ce moment aussi du côté du PSG. Et je trouve que tout ça, ça aide à dédramatiser en fait les déceptions. Et globalement, c'est une attitude que Luis Enrique a depuis son arrivée, c'est-à-dire que il a désacralisé les matchs de Ligue des Champions. Et il a contribué à dédramatiser la défaite dans un club qui peut très rapidement basculer dans l'hystérie avec toute l'attente qui peut y avoir. Donc quand il prend aussi sa part de responsabilité sur les blessures, je trouve ça très, très digne de sa part. Et je pense que cette lucidité, elle sera bénéfique sur le temps long. Parce que le Paris Saint-Germain, évidemment, on l'attend avant tout sur les mois de la vérité, mars, avril, mai. Mais il faut tirer les bons diagnostics. Et je pense que Luis Enrique, là-dedans, il est plutôt dans le vrai. On a fait trop de cadeaux. À 11 contre 11, l'équipe du Bayern Munich nous était supérieure. Ce sont les messages qu'il a fait passer à la fin de la rencontre. Luis Enrique, il a été très cash là-dessus en moi. Mais il a raison, Tidiane, le diagnostic, c'est le mot. Voilà. Il l'a très bien fait. Luis Enrique n'a pas l'habitude de se cacher. En général, quand il gagne, il en fait jamais trop. Quand il perd, il n'en fait jamais trop. Ne pas distiller trop d'enthousiasme ni trop de panique. Et je pense que il a l'image de cette équipe qui enfin a de la sérénité dans ses poches quand elle se présente en Ligue des Champions. Et c'est peut-être ça qui va montrer la capacité de rebond aussi du Paris Saint-Germain, parce que là, ça y est, on va être confronté à quelque chose aussi d'un peu nouveau qu'on ne connaissait pas depuis quelques mois quand même, un Paris Saint-Germain qui a chuté en Ligue des Champions. Donc je pense que c'est très bien que le coach sache tirer les enseignements, essaye pas de se cacher, essaye pas non plus, il fait son autocritique, il essaye pas de tricher devant les médias. Je trouve que c'est très bien en effet. Et dans ce registre-là, Marquinhos, c'est quand même toujours pas mal aussi. On aura des choses, j'imagine, à lui reprocher sur le terrain, mais dans le registre de la communication, il se cache jamais non plus, et ça, j'apprécie. Ouais, là aussi, il en a parlé, le Capi, effectivement, que ça avait été un match compliqué et qu'une bonne partie de l'équipe n'était pas... Qui se sont heurtés à plus fort aussi. Oui, à 100%. Faut le dire, de toute ça façon, arrive, avant le match, hier, on a eu, juste avant la rencontre sur notre antenne, on a eu la chance d'avoir Jean-Charles Sabatier. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, Jean-Charles, est-ce que toi, de ton côté, tu penses que cette équipe a de quoi faire dans le moteur? Et il m'a dit Thomas Müller. Mais il nous a dit 80, il nous a dit ils ont 95 minutes. Il m'a dit 95 minutes pleine balle. Et nous, on savait que Paris n'avait... Ils ont à peine 45 minutes. Athlétiquement, t'arrives pas en confiance. Face à ce rouleau compresseur, là, tu le sais. Tu le sais, en fait. Tu sais pas à quelle sauce tu vas te manger, mais tu sais que tu vas te manger. Et d'ailleurs, le Paris Saint-Germain, si on veut essayer d'être positif, sachez-le, le Paris Saint-Germain est la deuxième équipe seulement de la saison à n'avoir pris que
2 buts contre le Bayern Non, et Munich, je pense surtout qui le était sur nombre- une moyenne il y de avait 3 par Il y match. avait un très bon papier dans les colonnes de nos confrères de l'équipe en veille de match sur la tactique un peu du Bayern Munich et la saison qu'ils produisent en Bundesliga. Et ça montrait que c'était l'une des équipes en Europe qui concédait le moins de tirs. Ils avaient que 2 contres Ouais. depuis le début de la saison, finalement, sur lesquels ils avaient été pris. Bah là, pour le coup, ils en ont subi quand même des tirs. Alors oui, en infériorité numérique, c'est vrai, mais quand on voit ce que le Paris Saint-Germain a réussi à les laver en deuxième mi-temps dans ce contexte-là, ça aussi, c'est une première pour ce Bayern Munich cette saison. Effectivement, mais ils ont tenu malheureusement. Et ça, c'est à notre corne effondrant. Les amis, et Ambre, je me retourne vers toi pour ton j'aime. Là aussi, restons encore un petit peu positifs. Ouais, moi, mon j'aime, ça a été la persévérance de cette équipe dont... Voilà, on peut dire beaucoup de choses qui se sont mal passées, mais dans l'anti-jeu dont j'ai parlé, dans les vents contraires dont Tidiane a parlé, cette équipe, il y a quelque chose qu'on peut jamais lui reprocher, c'est son état d'esprit. À l'image des remplaçants qui rentrent, en fait, on voit qu'ils ont toujours faim, qu'ils veulent y aller. Alors après, il y a des individualités qui ont failli, mais je trouve que le collectif, lui, vraiment affiche une persévérance de tous les instants. Vraiment, il ne lâche rien jusqu'au bout du bout. On a cru que le Paris Saint-Germain pourrait égaliser, et aussi parce qu'il a été porté par la persévérance d'un Parc des Princes. Pour le coup, je ne sais pas, vous, à la télé, moi j'étais en tribune, comment je l'ai vécu, c'était extraordinaire. Ce Paris Saint-Germain-là, qui gagne ou qui perde, qui t'emmène dans les cieux ou qu'il ait un genou à terre, il est soutenu par un public qui est extraordinaire. Et vraiment, ça n'a pas lâché. Même voilà, quand ils étaient battus par les flots, pour reprendre Oui, l'expression parisienne. Et voilà, j'ai trouvé ça extraordinaire hier. J'ai trouvé que ça montrait aussi le lien de confiance de ce public envers cette équipe, envers Luis Enrique, envers les joueurs. Même quand il y a une défaite, hier, tout le monde était au diapason en tribune. C'est une équipe trop forte, plus forte. Voilà, mais on soutient quand même. Pas de sifflet d'ailleurs à la mi-temps quand il y a 2-0 pour le Bayern Munich. À une certaine époque, je me souviens que ce genre de résultat faisait grincer des dents. Est-ce que cette solidarité et ce moment de se dire on essaye et on se reprend. En fait, ils sont un peu lavé la tête, pour être très clair, à la mi-temps. Ils sont revenus avec d'autres intentions. Est-ce que ça t'a plu, Tidiane? Oui, ça m'a plu, mais je ne suis pas surpris parce que c'est quelque chose qui a toujours été non négociable avec Luis Enrique. En fait, il a toujours dit nous, on peut perdre des matchs, mais on perdra en jouant de la façon dont on doit jouer, dont on sait jouer. Et quelque part, moi, je n'ai pas été surpris de voir le PSG. Quitte à prendre peut-être un 3e, un 4e but, essayer de revenir, de mettre les choses en place pour revenir en score en deuxième période. Et moi, je trouve que ça montre aussi le vécu qu'a cette équipe désormais, parce que la résignation, c'est facile quand tu as l'impression d'être face à une équation insoluble. Et le Bayern, hier, franchement, en première période, c'est pas loin d'être insoluble. Oui. La façon dont ils viennent te chercher, les difficultés que tu as pour sortir de leur pressing. La sensation aussi de jouer face à une équipe infatigable, parce qu'on s'est arrêté 2 secondes sur la dimension athlétique. Mais hier, le Bayern, ça court 126 km bloc équipe. C'est colossal. Surtout pour une équipe qui joue à 10 contre 11 pendant 45 minutes. Ça s'est même pas vu, à certains moments qu'ils étaient à 10 contre 11. Bah oui, parce qu'ils ont eu vraiment en face vraiment une équipe qui s'est démultipliée. Mais le PSG, et c'est pour ça que je parlais d'un vécu commun, de l'histoire de cette équipe, comme ils l'ont déjà fait contre City, comme ils l'ont déjà fait contre Tottenham, de revenir d'un 0-2, et hier ils se sont dit pourquoi pas cette fois-là. Alors c'est pas passé, mais dans la mentalité de te dire que il n'y a pas de capitulation, et puis peut-être que sur un autre match plus tard dans la saison, il faudra à nouveau avoir cette mentalité. En fait, c'est une culture, c'est une mentalité d'équipe. Donc oui, moi je trouve que c'est quelque chose, indépendamment du fait que t'arrives pas à mettre ce 2e but, ça se joue à pas grand-chose. La tête de Neves qui passe, qui tutoie le poteau. Enfin, il y a 2-3 situations où tu peux t'en sortir. Mais oui, dans la mentalité, c'est très positif d'avoir eu cette réaction. C'est vrai qu'il y a des moments quand vous parlez le côté de pas respirer face à cette équipe de Bayern Munich. J'ai encore des images t'es à 20 mètres du poteau de corner côté droit dans le camp du Bayern, tu joues une touche pour toi et tu te retrouves 1 minute plus tard, même pas 30 secondes plus tard, dans ton camp, acculé, toujours avec le ballon, mais ils ont défendu en attaquant, quoi. Enfin, après les 20 dernières minutes, le PSG avait posé la tente. On était en face de Nice. Mais eux ont compris. Mais sauf que finalement, Vincent Kompany a aussi compris que Paris n'aime pas ça, ce bloc ultra bas, et donc il lui a dit t'as un Neuer qui te fait des relances à la main. C'est un gardien de hand. Il peut très vite finir. D'ailleurs, il y en a une qui a fini dans les gants de Lucas Chevalier. C'est ça. Je l'ai vu. Effectivement, il y a des moments quand il faisait ses relances à la main, c'était assez particulier. Mais bon, il a été élu homme du match. On le rappelle, Manuel Neuer, du haut de ses
39 ans. Le bonhomme a 39 ans. Il boudine dans son short comme moi, mais franchement, il est impressionnant et magnifique gardien, mais je le déteste toujours autant. Les papis font de la résistance, parce que Thibaut Courtois, face à Liverpool, apparemment, il s'est donné aussi. Il a été, après un but, il a été excellent, effectivement. Ambre, on rentre un peu dans le dur. Je suis désolé, les amis, mais il va falloir y aller. Vous pouvez déjà aussi réagir et nous dire un petit peu ce que vous pensez des j'aime de nos amis autour de la table. Et vous n'hésitez pas aussi, si vous nous rejoignez sur la chaîne YouTube, à vous abonner, à mettre des petits j'aime. À toi, Ambre, pour ton j'aime pas. Il y en a plein, hein, des j'aime pas. On va en garder qu'un, c'est ça, Bruno. On n'a pas le temps de faire une tirade. Vous savez quoi? Je pense que après vos 2 j'aime pas, je viendrai peut-être vous mettre des petites croquettes comme ça pour voir si vous avez des choses à me dire. Mon j'aime pas, moi, c'était l'arbitrage de cette rencontre. Vous avez compris. Maurizio Mariani. Ouais, j'en ai un petit peu parlé, c'est vrai. Là, j'ai distillé des petits indices, mais c'est vrai que j'ai pas aimé la manière dont il a tenu le match. Alors Tidiani adore visiblement les matchs sous tension. Moi, c'est pas ce dont je raffole. Je trouve qu'il a pas vraiment bien tenu. Évidemment, le point de bascule, c'est évidemment ce rouge et cette faute, mais vraiment horrible sur Achraf Hakimi. Mais pour moi, il faut rembobiner un petit peu avant. Il y avait une faute quand même sur Gvara qui était déjà bien dégueulasse juste avant. Il prend même pas de carton. Konrad Laimer, à 30 secondes, il nous fait un peu une palmieri pour l'OM face à Achraf Hakimi, où là, il déboîte complet Gvara, qui reste au sol, qui se tient le dos, et continuer. Non, et même sur Achraf Hakimi, à quel moment tu prends 5 minutes pour siffler ton carton rouge? Où est-ce qu'il y a débat? Enfin, tout le monde l'a vu. Je pense qu'il n'y a pas une personne qui peut passer à côté. Les 5 minutes d'arrêt de jeu, j'en parle même pas. Parce que franchement, Manuel Neuer, il a fait un match extraordinaire. Kimmich aussi, hein. Mais les deux, là, c'est des bons pimpins dans l'art de gagner du temps sur le terrain. C'est plus que des pimpins, c'est des masters. Non, mais alors là, les roulades, les vas-y que je te garde le ballon. Neuer, il ne savait plus où était le ballon. T'as remarqué? Toutes les 2 secondes, dès qu'il fallait faire une relance, non, mais je sais pas où il est, les gars, le ballon, le cuir, dites-moi. Non, mais c'était insupportable. Voilà. J'ai trouvé que ça polluait le match. J'ai pas aimé. Et du coup, le fait que l'arbitre ne le retienne pas dans le temps finalement additionnel, ça m'a gêné. Ça dit à quel point tout ce qui pollue un match aujourd'hui, c'est OK avec ça. Et je trouvais que la montée en tension, l'électricité qui a vraiment gangréné cette fin de rencontre, il n'a pas su l'édulcorer parce qu'il n'a pas été au rendez-vous dans les sanctions. Donc voilà, moi j'ai pas du tout apprécié l'arbitrage. Arbitre qui a été déclassé par le corps arbitral italien. Il était en Serie A, il a été déclassé en Série B. Donc il a arbitré. Vas-y qu'on lui met une affiche de finale de Ligue des Champions. C'est véridible. Je l'ai lu, c'est Hugo Delhomme de l'équipe, du journal de l'équipe, qui a fait un article et qui nous l'a expliqué que cet arbitre a été déclassé et que le week-end juste avant notre match, il était en Série B dans un match complètement éclaté avec à peine 2000 spectateurs dans le stade. Je ne le savais pas, Bruno, donc merci l'UEFA. En fait, je l'ai annoncé et en fait, j'aurais jamais dû l'annoncer à Eric Rabessant-Natana à l'antenne. Tout de suite, il a tiqué. Il a dit c'est pas possible. Et là, je l'ai senti monter en pression, notre capi. Et là, il m'a dit, moi, je serai sur le terrain, mais c'est pas possible, je m'en prendrai à l'arbitre. Bon, bref, est-ce que c'est bien de s'en prendre à l'arbitre? Est-ce que c'est pas trop facile, Tidiani, malheureusement pour nous, peut-être, de se dire, ouais, l'arbitre, il a pas tenu son match? En fait, je pense que l'accident ou l'incident entre Luis Diaz et Achraf Hakimi nous fait basculer dans un regard critique parce que il a mal géré ce moment-là. Et c'est un moment en fait qui a permis l'escalade de la tension. Moi, je suis pas forcément friand des matchs sous tension ou de l'anti-jeu. J'estime juste que tant que ça reste dans les limites du règlement, en fait, après, tant que c'est licite, les équipes ont le droit de s'appuyer là-dessus. Et on est en Coupe d'Europe. Il y a des gros enjeux et le Bayern avait vraiment envie de gagner ce match. Donc moi, j'ai presque envie de dire c'est de bonne guerre. Le jour où tu en es victime, tu as envie de craquer, mais le jour où c'est toi qui as besoin de gagner un petit peu de temps comme ça, de faire preuve d'expérience, on dit justement que c'est de l'expérience. Et nous, on manque un peu de ça. On manque de vice quand même au Paris Saint-Germain. Mais peut-être que ça viendra, et puis ça n'empêche pas de proposer un bon football et de gagner des Ligues des Champions. Mais non, pour moi, c'est vraiment l'accident de la 45e, où là, par contre, il ne peut pas envoyer le message que pour lui, le tacle n'est pas un geste brutal qui doit déboucher sur un carton rouge. Et derrière, en fait, le momentum où ça réfléchit, c'est là où il y a les invectives entre les deux bancs, c'est là où l'atmosphère devient un peu toxique et où on sort peut-être là du cadre d'un match où il peut y avoir de l'anti-jeu, des fautes, etc. Donc non, moi l'arbitrage, je vais être honnête, moi j'aime pas trop parler d'arbitrage de manière générale parce que en fait
c'est une donnée qui, sur la durée d'une saison, peut être favorable, peut être défavorable. Et globalement, je suis de ceux qui estiment que d'une façon ou d'une autre, ça va finir par s'équilibrer. Maintenant, sur le match d'hier... il a été un acteur. Non, il a été... En fait, pour moi, c'est beaucoup plus sur l'humeur du match et sur la température du match qu'il n'a pas bien géré. Et là, je te rejoins. Pour moi, il n'y a pas de faute d'arbitrage énorme, comme on peut parfois je suis d'accord voir. avec toi. Non, mais par contre, sur le climat, peut-être qu'effectivement... C'est pour ça que je dis que j'ai pas aimé parce que c'était un peu puant. Ouais, en fait. La Et deuxième ça, période. quand tu parles d'escalade, c'était vraiment ça. On a senti que ça montait, que ça devenait de plus en plus nauséabond. C'est ça que j'ai pas trop aimé. C'était la deuxième fois que cet arbitre nous arbitrait. Il avait fait Aston Villa sur le match aller au Parc des Princes. Avec toi, Tidiani, ton j'aime pas. Rentrons dans le dur avec toi aussi. Je n'ai pas aimé le match de Marquinhos. Ça peut sembler être élémentaire d'évoquer son cas aujourd'hui parce qu'il a un peu symbolisé je ne vais pas dire le naufrage, mais les grandes difficultés du PSG en première période, la difficulté à ressortir du pressing adverse. On a revu des moments de fébrilité qui, malheureusement, ont été parfois préjudiciables dans l'histoire récente du PSG. Et puis, il y a cette erreur énorme sur le 2-0 et avec tout le poids que ça peut avoir sur le scénario d'un match, parce que être mené 0-1 ou 0-2, c'est quand même pas la même chanson. Relance dans l'axe, on le rappelle, il perd un ballon. C'est même pas, c'est une erreur d'inattention, quoi. C'est même pas forcément. Enfin, moi j'ai souvenir par exemple d'une relance, je crois que c'est le premier match de Luis Enrique en Ligue des Champions avec Paris à Newcastle. Voilà, il y a des erreurs de Marquinhos qui sont récurrentes et ça n'enlèvera rien à sa brillante carrière au Paris Saint-Germain et à ce qu'il représente dans l'aspect symbolique. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de questions autour du début de saison de Dembélé et de ce qu'est la gestion de Dembélé. Mais Marquinhos, il a joué 290 minutes en Ligue 1 depuis le début de saison. Ça représente à peine 3 matchs. En Ligue des Champions, il a joué 2 matchs sur 3. Hier, il est projeté comme ça dans le grand bain, alors que sur les dernières semaines, c'est pareil. J'avais pas l'impression qu'il avait une énorme continuité. Donc je trouve que ça fait beaucoup de questions quand même autour d'un joueur aussi central, et c'est d'autant plus central que celui qui peut le pallier à son absence, Zabarni, il nous inquiète peut-être encore dans des proportions plus grandes. Ouais. Donc pour moi, aujourd'hui il y a un dossier Marquinhos. Il ne faut pas avoir peur de faire un crime de lèse-majesté parce que c'est le capi et que aujourd'hui, il y a un dossier Marquinhos et hier, en face, il y avait un défenseur français confirmé qui a fait un énorme match. Et je pense que le board du PSG doit réfléchir à la succession de Marquinhos et c'est pas uniquement le match d'hier qui me sert de base. C'est une gestion globale et une dynamique par rapport à un joueur qui, encore une fois, ne doit pas être remis en question sur l'histoire, mais là, dans ces clubs-là, avec ces objectifs-là, on est obligé de considérer Marquinhos comme un dossier ouvert. Comment tu veux abonder après ça? T'as vu comme il est complet, Tidiani? Non, mais quand il se pointe ici, on n'a plus rien à dire après lui. Complet, peut-être. Non, très exhaustif, au contraire. Mais le capi est vraiment dur, effectivement, et il l'a dit hier qu'il n'était pas, lui, physiquement à 100%. Il s'est fait manger un nombre de fois sur des accélérations dès que ça partait dans son dos pour rattraper, c'était très très compliqué. Et effectivement, on a un capitaine, alors oui, il a le sourire, il est détendu, plus léger, il a sa Ligue des Champions, mais là, son début de saison est dur. Ouais, Tidiani a raison, c'est aussi une question de gestion parce qu'on ne sait pas dans quelle proportion la régularité à laquelle on le fait jouer aura une incidence ou non sur son niveau actuel, parce que c'est la première fois que Marquinhos se retrouve dans cette configuration où finalement il partage un petit peu le temps de jeu. Donc en fait je n'arrive pas à savoir si vraiment il faut tirer tout de suite la sonnette d'alarme ou s'il faut attendre un petit peu, on le laisse reprendre un petit peu et qu'il est diesel et que ça va revenir, et comme le reste de l'effectif c'est au printemps où là il va toucher les cieux. Voilà, je sais pas, après Tidiani a été franchement très complet dans son explication. Il y a peut-être une chose qu'on n'a pas dit, c'est aussi qu'il souffre du contraste avec le niveau affiché par celui qui est à ses côtés, Pacho. Oui. Parce que pour le coup, dans cette rencontre, Pacho, il a eu quand même un sacré client en face de lui avec Olysée. Là, pour le coup, je me suis régalée, moi. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de transfert qui est en train de se passer? C'est-à-dire qu'il a été le patron de la défense. Ah clairement. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est imbougeable. Tu le coches. Voilà. C'est Pacho. Ouais. Pacho, il fait pas de bruit. Il arrive comme ça sur la pointe des crampons, mais il est exceptionnel dans tous les matchs qu'il fait. C'est-à-dire que, évidemment, le summum, c'était la finale de Ligue des Champions où il y a vraiment des images qui nous ont imprimé la rétine, on va les retenir. Mais tout ce qu'il fait en Ligue 1 et en Ligue des Champions,
c'est du très, très, très grand football. Voilà. Alors après, le passage de témoin, c'est vrai qu'on l'imaginait avec Zabarni, celui qui allait succéder à Marquinhos. Il se passe plutôt finalement en latéral, voilà, avec Pacho qui devient clairement le patron de cette défense. Je vais remettre une petite couche, malheureusement. Allez, c'est reparti. Non, mais au discrédit de Marquinhos. Déjà, au-delà de la gestion qui est un peu curieuse, parce que il a 31 ans, il fait presque figure de vétéran dans ce Quand groupe. ça fait 12 Marquinhos, piges que t'es là. il était là dès Tottenham. Dès ce fameux match dont on ne savait pas trop quelle devait en être la gestion sur le niveau athlétique des joueurs, lui, il a tout de suite été remis dans le bain très très rapidement, alors qu'il aurait peut-être pu avoir une gestion un petit peu plus à la carte. Et puis ensuite, donc, il a eu des problèmes physiques qui l'ont, je pense, un petit peu éloigné des terrains. Et puis même sur le ratio en fait de résultats, il y a 4 matchs de Ligue 1, il n'y a que 2 victoires, quoi. Il y a la défaite à l'OM où il est là. Il y a le match nul à Lorient où il est là. Contre son camp, en plus. Après, donc en fait, t'as dit que tu ne partais pas dans le crime de lèse-majesté. Ne va pas non, trop loin, Tidiane. Je ne vais pas trop loin, mais Attention. on est obligé de faire le constat jusqu'au but. Ça n'enlève rien à l'affection que j'ai pour Marquinhos, qui est l'un des joueurs les plus emblématiques de l'histoire de ce club. Mais là, sur le début de saison, je veux dire, il y a quand même des choses qui sont obligées de nous interpeller. Et le PSG, dans ce que sont ses objectifs et ses aspirations, Marquinhos, c'est un joueur, c'est un élément central. Donc, s'il n'est pas dans de bonnes dispositions, c'est forcément un dossier. Moi, ce qui est sûr, c'est que le moment où il se blesse, juste après l'Olympique de Marseille, quand il se blesse au quadriceps, on me dit au club que ça pourrait durer 6 semaines. Et 6 semaines, c'est plus que là maintenant, en fait. C'est un petit peu, ça devrait mordre un peu plus. Et là, tu le vois là, c'est vrai que moi, je pense qu'ils ont été obligés parce que suspension de Zabarni, parce que Zabarni sanctionné sur. C'est vrai que tu le relances face au rouleau compresseur bavarois, c'est un peu hard quand même. C'est ça. Faut se mouiller la nuque. Bon, je pense que Zabarni aurait pu prendre aussi l'électricité. Du coup, des aveux quand même pour Beraldo et Hernandez. On n'est pas surpris là, par contre. Non. Dans la hiérarchie, tu les attendais pas. Non, mais entre un demi-Marquinhos et un Lucas Hernandez à fond... moi je signe un demi-Marquinhos. Ah non. Mais t'as vu ce que ça vient de donner ? Oui, mais là, attends, avec Dessy, c'est facile une fois qu'on a joué le match. Ça, c'est mais vrai. Avant le match, tu me demandes, est-ce que je mets Lucas Hernandez qui peut se prendre des courants d'air derrière, Beraldo, on n'en parle pas parce que Beraldo, c'est très c'est des grands matchs. Et surtout aux côtés de Pacho, on a vu que ça collait pas forcément dans la complémentarité. Tu me demandes le plus complémentaire pour le Bayern Munich, même un demi-Marquinhos. Je signe pour la paire. Je ne vais pas mentir aujourd'hui en après-match. Dans cette rencontre, on a vu d'autres joueurs, peut-être un peu plus en difficulté. On a été surpris, par exemple. Pourtant, Dieu sait qu'il a mangé une paire d'ailiers et de milieux toute la saison. C'est Nuno Mendes qui, sur cette rencontre, s'est retrouvé pris régulièrement et qui n'a jamais réussi à rentrer dans son match. Ambre, Tidiani, est-ce qu'on parle de Nuno Mendes qui, lui, a un peu coulé aussi avec le Paris Saint-Germain dans cette soirée ? Oui, mais encore que le joueur offensif bavarois qui a peut-être le moins pesé, c'est celui qui était dans sa zone, c'est Olysée. Parce que moi, j'ai trouvé Gnabry excellent. Diaz, évidemment, sur le temps qu'il a passé sur le terrain, a été déterminant. Et Kane, dans un rôle différent, un peu plus reculé, moi, je trouve que c'est du très bon Harry Kane. Donc, Olysée, c'est peut-être celui qui a été un petit peu plus effacé par rapport aux autres, qui a eu un peu moins de réussite dans ses initiatives. Je ne sais pas s'il faut mettre ça au crédit de Nuno Mendes, mais dans tous les cas, c'est quand même un joueur à qui on demande de faire trop de choses en ce moment au Paris Saint-Germain. Nuno Mendes, il faut qu'il défende, il faut qu'il attaque, il faut qu'il apparaisse dans la surface de réparation adverse, il faut qu'il couvre tout le côté gauche, parce que avec toutes les permutations qu'il y a devant, lui, de toute façon, le côté gauche, ça reste quand même sa zone. C'est difficile quand même de jeter la pierre à Nuno Mendes vu il se surpasse depuis quelques semaines et quelques mois. Ouais, il est en sur-régime presque. Ouais. En fait, il est tellement dans le dépassement de fonction, Tidiane l'a dit, en fait, il occupe tellement toutes les zones. Il est partout, le défenseur est devenu attaquant ces derniers mois. Voilà. On ne peut pas lui reprocher quand on est face à une équipe qui, en plus, t'étouffe à ce point-là, qui t'asphyxie. Le dépassement de fonction est quasi impossible. Il faut réussir à faire les choses primaires qu'on sait faire. Et là, Nuno Mendes, peut-être qu'on lui en demandait un petit peu trop. Ça a été un petit peu trop compliqué. Il avait un très bon Leimer aussi, au poste de latéral droit, qui a été inépuisable. Quand on a Leimer, je sais pas. Et puis il commence à tirer la langue aussi. Ouais. Ils tirent tous la langue. Et en parlant de tirer la langue, il y en a un qui, lors de son
point presse, c'est Bradley Barcola qui est venu nous voir, qui nous a dit ça commence à tirer un peu. Et ça, cette petite phrase, elle est quand même tombée pas dans l'oreille. Voilà. Alors, on va pas parler tout de suite des blessés, mais je sais que ça pouvait être aussi un de tes j'aime pas, les attaquants du Paris Saint-Germain, la forme des attaquants. Gvara, Barcola, juste pour terminer ce petit tour de table et après on va aller sur nos débats. Mais Gvara, Barcola, hier soir, compliqué de faire des différences. Et Barcola, pendant que Luis Diaz a une action mais un but, Barcola, il a un face-à-face qui doit jamais rater face à Neuer et il le rate. Ouais. C'est très compliqué, Bradley Barcola, ce début de saison. Lui qui voulait signer au Bayern. Ce qui fait un peu tâche, c'est que finalement, il a une vraie fenêtre de tir dans cette attaque parisienne, là où normalement, il n'est pas censé, en tout cas, être maintenant, vu le niveau de ses concurrents, être un titulaire indiscutable. Et il n'arrive pas à prendre la perche parce qu'il y a une forme. Après, ça fait partie de lui, ça fait partie de sa personnalité, de son jeu, de son dilettantisme. On le connaît, voilà. Il a plein d'autres qualités. Mais là, le problème, c'est qu'à un moment donné, on a envie de le secouer sur le terrain. Et bon, c'est à l'image de toute l'attaque parisienne, j'ai l'impression, c'est vrai, qu'il n'a pas démarré sa saison. Alors parfois, il y a eu de la malchance. Les blessures. Je parle évidemment de Ousmane Dembélé. Il y a de l'inconstance. Là, on peut parler de Kvaratskhelia. Et puis voilà, il y a des vrais matchs à côté desquels on passe. Et là, Bradley Barcola, ça commence à faire beaucoup. Alors après, je m'inquiète pas encore. Je suis pas au stade où je m'inquiète pour l'attaque parisienne. Ce qui se passe, c'est un peu inédit. On n'a jamais eu, même en Ligue 1, aucun Parisien dans le top 7, un des meilleurs buteurs du championnat. Mais quand je regarde la saison dernière, à l'inverse, à part Bradley qui en avait planté 10 des pions, personne n'avait encore existé dans le paysage offensif du Paris Saint-Germain. Dembélé, le Pokémon n'avait pas encore éclos. Gvara, il n'était pas là. Gonzalo Ramos, il tuait des pigeons. Et Désiré Doué, il n'avait pas encore éclos. Donc je me dis, bon, si on regarde par rapport à l'an dernier, on est à peu près dans la même feuille de route, mais attention, parce que là, il y a une hécatombe à tous les niveaux, et les gars, quand ils ont une occasion de se montrer, il ne faut pas se rater. Bradley Barcola, il se rate un peu beaucoup en ce moment. Juste sur Bradley Barcola, hier, Romain Bédou disait qu'il est meilleur quand il est sous pression. En fait, il nous disait. Le Bayern, on est un peu sous pression. Non, sous pression. Non, mais sous pression quand en fait, il n'est pas sûr d'avoir sa place. Là, tu as l'impression que quand il est installé, quand il est tranquillou, qu'il a. C'est un Draxler Di Maria, quoi. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et c'est vrai que j'entendais mon Romain. J'étais d'accord avec lui en fait. Est-ce que tu le rejoins là-dessus? C'est forcément des jugements qu'on a en étant un petit peu influencé par son langage corporel. Et là-dessus, Ambre, elle a totalement raison. C'est que le côté un petit peu nonchalant, dilettantiste, ça va fatalement générer des critiques un peu plus acerbes par rapport à un autre joueur qui va te donner la sensation d'être à bloc, non-stop, mais qui aura peut-être pas forcément un rendement bien meilleur sur ses dribbles, sur ses tirs, etc. Donc lui, fatalement, il va attirer les critiques pour ça, mais il va les attirer aussi parce que c'est un moment où il était censé prendre un peu plus la lumière. Moi, je suis totalement d'accord avec le constat qui a été fait de dire que ce début de saison était une opportunité pour lui, une opportunité de gagner en leadership, de gagner en importance, de se dire que lui qui semblait se plaindre un petit peu d'être le 12e ou le 13e homme sur la fin de saison dernière, et notamment le fait de ne pas débuter la finale, dans ces cas-là, il faut que tu reviennes en début de saison avec du mordant, avec de l'envie, les dents qui rayent le plancher, et puis surtout l'envie de montrer, de prouver, quoi. Et en fait, ça, c'est le carburant quand tu es dans un tel club. Et aujourd'hui, Barcola, qu'on a très longtemps considéré comme le petit jeune qui arrive de Lyon, qui a éclos, qui arrivait très vite dans un club aux exigences bien supérieures qu'est le Paris Saint-Germain. Mais aujourd'hui, c'est fini. Barcola, il est international français. Son statut a changé. Là, il est dans un club qui a gagné la Ligue des Champions, où il y a des absents. Dembélé, Kvaratskhelia qui est sur courant alternatif, un Désiré Doué qui n'arrive pas à ressortir de l'infirmerie. Faut qu'il montre que lui, il a envie d'occuper l'espace vacant. Et pour le moment, c'est pas vraiment le cas, hormis peut-être il y a un match à Lens en début de saison où il te ramène les 3 points avec un doublé où honnêtement il doit pas grand-chose d'autre qu'à son talent. Mais sinon pour le reste, il faut qu'il soit beaucoup plus tranchant et il faut surtout qu'il envoie un message. Et là, c'est pas du tout le cas. C'est le moment où toute l'attaque parisienne est en chantier. Mets ton casque, tes bottes, t'y vas, là, gars.
Bah oui, Une carrière, c'est aussi parfois c'est des moments, c'est des perches que t'attrapes quoi. Et là, il y a une Coupe du Monde à la fin de la saison. Après, une progression, c'est pas linéaire. On le sait aussi. Bien sûr. Tu peux avoir des coups d'arrêt, c'est pour ça qu'on va pas lui tomber dessus. Et t'as raison, il peut rebondir. Mais... On va espérer qu'il rebondisse au plus vite. Ouais. Et on rappelle qu'il va être à la sauce lyonnaise dès dimanche, puisqu'il y aura le match de championnat. S'il aime la pression face à son ancien club. En plus, oui. face à Lyon, il se montre pas mal. Puis normalement, le match sera pas arrêté, bien évidemment, il n'y a aucun problème. Toute la famille Barcola a le droit de se faire insulter. C'est le seul stade, bien évidemment, où on a le droit à ça. C'est du côté de Lyon. Et on souhaite bon courage à Bradley Barcola sur cette rencontre. Mais il serait bien inspiré de se bouger sur ce match, bien évidemment. Les amis, une question que je me pose finalement dans cette rencontre, parce qu'on a parlé de Vincent Kompany qui avait bien préparé son affaire. On a bien vu que les Munichois ont tenté le coup et ont fait des bonnes choses et avaient repéré les faiblesses, les failles du Paris Saint-Germain. Est-ce qu'hier, finalement, Luis Enrique ne s'est pas planté dans sa compo en tentant le coup avec un Ousmane Dembélé sur une jambe et qui finalement à la 27e ou 25e minute de jeu sort sur blessure? Est-ce que dans ses changements, pareil, quand il remplace Hakimi en urgence, il met Mayoulou, c'était pas le moment, il aurait peut-être pu attendre, il aurait pu avoir une deuxième session de changement en seconde période, etc. Est-ce que finalement, Luis Enrique ne s'est pas planté? Est-ce qu'elle n'est pas pour lui, celle-ci, finalement? Parce qu'on peut tomber sur les joueurs, mais on peut aussi regarder l'entraîneur. Moi, je l'ai vu en tribune de presse, il était à côté de nous, là, il est perché, il était à 3 rangs de nous, il faisait une tête en voyant son équipe se faire... et ouvrir en 4000 morceaux. Voilà. Est-ce qu'elle n'est pas pour lui, cette défaite? Ça faisait longtemps qu'on n'était pas tombé dessus à ce sujet, mais là, moi, j'ai quand même cette impression-là, il s'est fait manger, tactiquement aussi, par un Vincent Kompany. Alors pour moi, il y a deux choses. Moi, je lui tomberai pas dessus. La première, c'est qu'il s'est fait manger tactiquement, mais en fait, pour moi, c'est surtout dans les duels. Il n'y avait pas photo, en fait, dans la forme de cette équipe. Et évidemment, face à ce Bayern Munich, là, on l'a dit, on peut en remettre une couche, mais pour moi, il pouvait faire ce qu'il voulait. En face, c'était monstrueux. Voilà, c'est-à-dire que le niveau de confiance, le niveau physique, le niveau athlétique, technique de cette équipe du Bayern Munich, pour moi, son équipe, elle n'était pas au niveau hier. Le Bayern était vraiment plus fort. Ça, c'est la première chose sur laquelle, pour moi, il avait très peu d'influence. Donc ensuite, ça, indépendamment du plan de jeu. Voilà. Mais après, la chose sur laquelle il a une influence, c'est les hommes qu'il met, les choix qu'il fait et les décisions qu'il prend. Notamment dans son 11 de départ. Et là, c'est vrai, je pense que... C'est lui qui met Marquinhos, alors il n'a pas le choix. Et c'est lui qui met Ousmane Dembélé. Ouais. Et voilà. Et Ousmane Dembélé, on est obligé de dire, alors là, moi je prends toujours un peu de hauteur, je pointe jamais Luis Enrique, parce que quand ce Paris Saint-Germain, c'est une gestion absolument parfaite, notamment en Ligue 1, je dis Luis Enrique et son staff. Donc là, quand il y a quelque chose qui cloche, je dis Luis Enrique et son staff. Et je pense que on peut inclure même Ousmane Dembélé dans la prise de décision. J'ose espérer que s'ils le mettent dans le 11 de départ, c'est qu'ils ont un peu titillé ses sensations et qu'ils lui ont demandé comment il se sentait. Après, collégialement, comment est-ce qu'ils ont pris cette décision? Est-ce que c'était la bonne? On est obligé de dire aujourd'hui, tirer le constat que c'était pas la bonne décision. Voilà, c'est la prise de risque, elle est énorme là pour Ousmane Dembélé, parce que finalement, d'une petite alerte, tu le transformes peut-être en grosse blessure. À voir, hein, je sais pas, mais comment tu vas en payer les pots cassés? Voilà, donc la prise de décision Ousmane Dembélé est une mauvaise décision. Est-ce qu'on l'impute que à Luis Enrique? Je pense pas. Et ensuite, sur le choix des hommes, il y a eu aussi des mauvaises décisions, mais je le dis, comme je l'ai dit tout à l'heure, Marquinhos, moi je l'aurais mis aussi. Je suis pas coach, je suis pas évidemment lui qui fait sa tambouille. J'imagine que tout le monde se met d'accord pour mettre la meilleure équipe. En face, t'avais plus fort, Bruno. Quand il décide de mettre Kanguinli à la place de Dembélé, Kanguinli, franchement, a fait une bonne entrée. Hein. Oui, mais alors que Mayoulou est tout le temps titulaire et joue tout le temps, tu le préfères à. Ouais, mais quand tu vois Mayoulou, l'impact physique des Bavarois, je suis désolée, Mayoulou aussi. il a été inexistant après dans son. Oui, mais parce que dans l'impact physique, tu peux pas Mayoulou. Après, Kanguinli, il est pas bien plus épais, mais tu sais qu'il va impacter quand même autre forme de dribble qui va essayer de déstabiliser un petit peu cette défense. Enfin, je sais pas. Est-ce que Enrique a cette responsabilité sur cette rencontre pour toi, Tidiani? Oui, absolument. Maintenant, il faut voir quel tiroir on ouvre parce qu'il y en a beaucoup. Ouais. Tu as le choix. Choisis ton tiroir. Alors, je vais commencer par celui qu'a ouvert Ambre parce que je pense que c'est celui auquel chacun de nous a pensé. C'est sur les choix des hommes de la compo de départ. Pour moi, il y avait 3 dossiers, on va dire, un peu en balance. Marquinhos, mais ça, on le savait, on l'a su vraiment qu'après parce qu'il n'y avait pas, a priori, de débat au départ. Et les 2 autres, c'est Zahir Emery et Dembélé. Zahir Emery, pour moi, c'était logique
par rapport à la continuité dont il peut avoir besoin sur ses dernières performances qui sont bonnes et par rapport à l'état physique de Ruiz et de Neves qui nécessite peut-être encore des précautions. Donc moi, Zaïre Emery, ça ne m'a pas dérangé. Et sur Dembélé, moi, je suis un petit peu plus partagé parce que même si c'est très facile après coup de dire « Ah, il n'était pas prêt, donc fallait pas le mettre, donc c'est une erreur du staff », moi, je ne peux pas imaginer une seule seconde dans ce qu'est la politique du Paris Saint-Germain depuis le début de saison, d'être dans le zéro risque, zéro mise en danger, considération vraiment du côté athlétique de la chose comme étant presque le plus... Enfin, moi j'ai l'impression qu'en Ligue 1 notamment, Luis Enrique il fait ses compos d'abord en pensant au physique des joueurs, avant même de penser tactiquement. Donc je me dis, est-ce que vraiment ils mettent Dembélé sur le terrain s'ils pensent qu'il y a le moindre risque qu'il peut se blesser, sachant que les sensations qu'il avait qui étaient mauvaises par rapport à l'ischio, là, visiblement, il sort sur un coup au mollet. Donc, mais la vraie problématique, je suis d'accord avec toi, mais moi j'ai quand même vu un entraîneur capable de mettre une bande de gamins du côté de Barcelone et de se dire j'y vais, je tente, mais eux je sais qu'ils sont à 100% et je peux tenter ma chance. Et là en fait de se dire j'y vais et je tente le coup avec des joueurs dont je ne suis pas totalement sûr. Et c'est pour ça que à mon sens, ils n'auraient pas pris le risque s'ils avaient senti justement qu'il y avait un réel risque. Pour moi, ils étaient convaincus que Dembélé, avec ce qui est en plus le besoin de lui redonner du rythme, parce qu'il a commencé à y avoir beaucoup de questions et aussi. contre des grosses adversités avec un peu d'espace où il peut s'exprimer sur le papier. Ça reste quand même un joueur qui est fondamental dans l'animation et par rapport à ce que représente le Bayern, un joueur comme Dembélé, je pense qu'il avait aussi son importance dans l'animation. Moi, je peux pas imaginer que s'il pensait qu'il y avait le risque, il l'aurait mis sur le terrain. Et sur un autre tiroir, t'avais quoi je me permets, je regarde ce qu'il a dans sa chambre. La commode, elle est le deuxième tiroir. Pour moi, le deuxième tiroir, c'est qu'il est battu sur vraiment la dimension tactique pure. C'est-à-dire que là où on pensait qu'il y aurait une bataille de la possession, au final, ça s'est beaucoup joué aussi sur le pressing, sur la hauteur des blocs, sur la faculté à défendre en avançant. Est-ce qu'il a prise là-dessus ? Parce que quand tu vois l'intensité du pressing, il faut avoir du coffre. Les Bavarois, ils avaient tous été reposés le week-end. Il avait fait un turnover pas possible, compagnie. Le luxe que n'a pas pu se payer Luis Enrique, t'as l'impression qu'ils sont tous arrivés, ils tiraient la langue. Est-ce qu'ils pouvaient répondre dans le domaine du pressing, Tidiane? Est-ce que pour toi, c'est vraiment la faute du coach si dans ce domaine-là, il n'a pas su être à la hauteur? Peut-être un peu de jusqu'au boutisme. Alors après, encore une fois, là, ça te dessert, mais il y a peut-être eu d'autres matchs où le PSG, de vouloir jouer d'une façon et de rester droit dans son plan de jeu, ça lui a servi. Mais hier, quand tu vois que tu peux pas te sortir du pressing du Bayern et que même tu as des erreurs qui donnent des occasions nettes de but à l'adversaire dès ta phase de construction, ça veut bien dire peut-être que tu dois mettre peut-être un petit peu plus de verticalité, avoir un jeu peut-être un petit peu plus direct. Et ça, même je veux dire, les milieux de terrain du PSG qui sont pris quasiment en individuel par ceux du Bayern et qui du coup t'empêchent d'avoir cette qualité en sortie de balle, ça c'est des choses je pense qu'il a vu très rapidement et pour moi il n'a pas réussi à trouver des solutions. Alors peut-être que son équipe n'était pas armée athlétiquement pour le faire, ça c'est incontestable, mais je pense qu'il n'a pas non plus été capable de trouver des solutions pour sortir de ce qu'a imposé Compagnie, parce que de t'acculer comme ça, c'est l'adversaire qui te l'impose. L'individuel sur les milieux, c'est l'adversaire qui te l'impose. Donc pour moi, il y a eu aussi à un moment donné un entraîneur qui s'est retrouvé dans une impasse tactique. Moi, j'ai l'impression que cette impasse tactique, est-ce que le fait de tout le temps être dans son perchoir, là, c'est bien, il a vu tout ce qui se passait. Mais à un moment donné, moi, je trouve que dans l'action, pour venir un peu aider son équipe à certains moments, d'être plus près d'eux, j'ai cette impression-là qu'il n'était pas à leur côté. Pas connecté. Ouais, pas connecté. Bah oui, on avait tous la même impression. Parce qu'en fait, on avait envie qu'il y ait une réaction tactique, de trouver une solution. Donc, il y avait un vrai déficit, il a raison. Avec son téléphone portable en train de dire oui, qu'est-ce qui se passe? Attends 2 secondes. Tidiane, il a dit au niveau de la verticalité, même un déficit créatif. Dans cette équipe, tu avais l'impression que tu étais coincé parce qu'il t'étouffait. Tu avais toujours l'impression d'une supériorité numérique sur les seconds ballons, là où le PSG est si fort. Là c'était totalement éteint et donc t'avais envie que Luis Enrique soit là pour donner un petit peu de mordant dans sa zone technique.
Bon, je pense qu'on a tous eu la même impression. Voilà. Bon, on aurait aimé qu'il soit là, qu'il secoue tout le monde. On s'est dit, attendre 45 minutes et la mi-temps. Et surtout après, quand tu as vu Achraf Hakimi qui est tombé, tu t'es dit, ça va peut-être faire un peu long et c'est dommage qu'il soit pas là. Après, quand tu voyais Compagnie en train de... Franchement, c'était un chef de chantier. Après, il a passé ça son rejoint ce temps qu'on à dit. dire à droite, à gauche. Ça rejoint ce qu'on dit sur l'approche du match. La manière dont les deux clubs, les deux coachs et les deux effectifs ont approché cette rencontre comme vraiment quelque chose à cocher d'indispensable ou pas. Mais est-ce qu'à un moment donné, il faudrait peut-être aussi arrêter d'être sur le côté je suis dans la préparation d'eux, parce que ce genre de match, on est attendu aussi. Je veux bien que ça soit un test. Je sais pas, Bruno, franchement, non. Ah bon? Bah non. Pourquoi? Bah, je sais pas. Est-ce qu'il y a urgence là? Bah, urgence, oui. Alors, je pense que tu demandes à des supporters parisiens au lendemain de ce match, ils vont te dire voilà, on aurait aimé gagner. Il n'y a pas mort dans l'âme quand tu regardes la saison dernière où le Paris Saint-Germain en était. Après défaite face au Bayern Munich, etc., c'était quand même pas la même chanson. Enfin, je sais pas. Moi, là-dessus, je suis d'accord. C'est plus un match curseur qui te permet de voir où tu en es que moi, ce que j'appelle les matchs d'aboutissement de fin de saison, où en gros, en plus, c'est très marqué pour ces deux clubs-là qui ont beaucoup de similitudes, mais qui cultivent leurs différences, de modèle économique notamment, mais qui ont la particularité de dominer leur championnat économiquement et sportivement, ce qui fait que on ne sait pas toujours en fait comment tu vas juger la qualité de leur saison. Et donc, ça donne d'autant plus d'importance à la Ligue des Champions. Et donc, quand je parle de match à aboutissement, c'est-à-dire que l'aboutissement pour le PSG et le Bayern, c'est d'être prêt, compétitif, j'ai envie de dire au taquet, quart de finale, demi-finale, finale de Ligue des Champions. Donc, le match d'hier, pour moi, il y avait quand même une équipe qui avait plus quelque chose à se prouver que l'autre, et cette équipe, c'est le Bayern, parce que le Bayern a un jeune entraîneur qui doit montrer qu'il a de la qualité, qui doit s'affirmer et qui doit gagner en conviction dans son projet de jeu. Paris Saint-Germain, c'est une gestion différente. Ils ont gagné la Ligue des Champions, ils doivent gérer une continuité, ils doivent gérer aussi plein d'autres. Enfin, c'est deux clubs qui n'en sont pas au même niveau de croissance de leur projet actuel. En tout cas, on suivra bien évidemment. Il l'a dit, juste Luis Enrique, on verra qui est avec nous ou contre nous. Ils sont repartis, on va encore avoir le droit, le côté complot, il y a des gens contre nous, etc. Après ce genre de rencontre, c'est ce qu'il a dit aussi en conférence de presse. C'est son grand truc et je pense qu'on va avoir un ou deux Vitinha ou Marquinhos qui, dans les prochaines semaines, viendront dire « Ah, vous nous avez un peu taillé ». Eh ben oui, mais quand on est un grand club et quand on est champion d'Europe, on regarde aussi ça. Et puis dans la tribune, on tresse tellement des louanges toutes les semaines. À un moment donné, il faut bien mettre des petits taquets derrière. Non, mais voilà, hier soir, il y a un petit peu énervé par rapport à cette rencontre. Et encore, je trouve qu'on est plutôt cool. Les amis, on va terminer sur les blessures. Les blessures, alors, on n'a pas encore la durée d'indisponibilité, mais on va revenir bien évidemment sur ce tacle mal maîtrisé, assassin, violent, il y en a eu pour tous les grades de Dias qui est arrivé par derrière sur Achraf Hakimi, et Achraf Hakimi s'est retrouvé blessé. Déjà, juste pour parler là-dessus, après on reviendra, et finalement on a commencé à déflorer un petit peu sur le à qui la faute, quand on parlait de Dembélé avec Luis Enrique, sur le fait de, sur toutes ces blessures finalement, qui est fautif dans tout ça? Est-ce que c'est ce calendrier? Est-ce que c'est, on va revenir sur ce Paris Saint-Germain qui finalement n'aurait peut-être jamais dû aller faire cette Coupe du Monde des clubs et aurait dû peut-être un petit peu souffler? Est-ce que c'est aussi aux joueurs de dire au coach non, je ne peux pas laisser tomber? Ça, on va y revenir, mais d'abord revenir sur Hakimi. Ses larmes, les frissons dans le stade, des gens atterrés de voir le joueur sortir comme ça. Moment assez terrible, bien évidemment, pour Achraf Hakimi, qui a vu passer plein de choses dans ses yeux là. Ah bah oui, la Coupe d'Afrique des Nations chez lui, au Maroc, une équipe qui doit et peut la gagner. Donc évidemment que tout le monde a pensé à ça. Je pense avant même le Paris Saint-Germain. Ça, c'est le premier tiroir, pour reprendre l'expression de Tidiani. On est un peu dans un... Ensuite, il y a la réaction à chaud, je pense, de beaucoup, la colère, évidemment, de ce qui se passe, de ce geste dégueulasse. Moi, que j'ai... je trouve pas vraiment d'autres termes. Je trouve ça, ce que j'ai dit, bête et méchant, moi. Voilà. Et puis ensuite, il y a ce dont on a eu peur depuis le début de la saison. Parce qu'Achraf Hakimi, c'est le poste dont on s'est dit waouh, c'est absolument dingue ce qu'il arrive à tenir, le Achraf. Mais il faudrait pas qu'il nous pète entre les doigts celui-là, parce que le board du Paris Saint-Germain assume sa stratégie de ne pas recruter et renforcer ce poste où il y a un titulaire qui vampirise tout le temps de jeu, et du coup on n'a pas de backup et on comble un peu avec ceux qui veulent bien, les petits titis qui acceptent de faire l'affaire. Là, il nous claque entre les doigts. On ne sait pas combien de temps, mais qu'importe le temps que ça va prendre,
ça va être difficile. Et alors, va falloir voir combien de temps, s'il va falloir se renforcer au mercato hivernal ou pas. Mais voilà, on l'avait déjà ciblé, évidemment, c'était une crainte que tout le monde avait. Là, elle se matérialise. Là, je parle vraiment la journaliste qui parle, et après, il y a l'humaine derrière. Ça fait vraiment trop de peine. Les larmes d'Achraf, moi, elles m'ont fait trop de peine, quoi. Parce que c'est un colosse, quand même. Achraf, c'est pas un petit dandinet qui vient et qui, généralement, fait sa pleureuse. Le voir comme ça fait juste trop mal au cœur. Le footballeur, on imagine toutes les images qui sont passées dans sa tête, quoi. Tout ce qui a défilé, et voilà. On le rappelle, la Coupe d'Afrique des Nations, pour ceux qui ne le savent pas, voilà, le 21 décembre, qui débute au Maroc. C'est notre vice-capitaine. C'est une icône. C'est un leader. Non, mais ça fait vraiment beaucoup de peine. Par rapport à ce que représente cette échéance dans sa carrière, parce que certains pourraient être tentés de relativiser l'importance d'une Coupe d'Afrique, mais Achraf Hakimi a gagné la Ligue des Champions en étant un joueur majeur de son équipe. Il a été l'un de ceux qui ont amené le Maroc dans une demi-finale de Coupe du Monde. Aujourd'hui, c'est un joueur qui est reconnu par ses pairs. Un prétendant au Ballon d'Or africain. Qui peut, et j'espère va gagner le Ballon d'Or africain. Donc je veux dire, la Coupe d'Afrique des Nations à domicile, c'est peut-être ce qui peut lui arriver encore de plus beau dans sa carrière, alors qu'il est encore jeune, je veux dire, mais par rapport à ce qu'il a déjà accompli, médaille olympique, que je n'ai pas cité aussi avec le Maroc, en fait, à ce moment-là, tu vois, je me mets à sa place, et il voit presque son dernier rêve de footballeur professionnel partir en fumée, parce que j'imagine qu'il a entendu le bruit de sa jambe, en termes de sensations. Généralement, des joueurs comme ça qui ont autant une dimension athlétique dans leur jeu connaissent très bien leur corps. Donc je pense que tout de suite, il sent que ça peut être grave. Moi, ce qui m'a gêné, indépendamment de tout ce que ça peut avoir comme conséquence pour le PSG et pour le Maroc, on va pouvoir en parler. Mais moi, j'ai pour le coup pas aimé l'attitude des Bavarois. Je trouve que ça a manqué de classe, ça a manqué d'élégance. Moi, j'ai le souvenir de cette blessure horrible de Moussiala qui était un accident. Parce que moi, je pense que même si le tacle de Luis Diaz est méchant, moi, je pense que c'est un accident. C'est-à-dire que je pense qu'il vient pas pour blesser Achraf Hakimi. Il est dans un excès d'agressivité, dans un excès d'engagement. Le tacle mérite rouge, mais c'est un accident. Mais je trouve que l'attitude à la fois de Vincent Kompany et des joueurs bavarois, simulation, simulation. Et puis même en train de s'émouvoir que le carton rouge soit sorti par rapport à ce qu'ils ont sous les yeux. Et puis, je veux dire, eux, ils le ressentent d'autant plus. Ils sont sur la pelouse. Donc, je veux dire, l'intensité du choc, tu la ressens. La dramaturgie du joueur qui est en train de voir, tu le ressens. Et j'ai trouvé ça moche un petit peu. Effectivement, c'est même Harry Kane, qui est un joueur que j'aime beaucoup, je trouve plutôt classe, était en train de se plaindre comme un cadet. Enfin, c'était n'importe quoi. Mais ça te montre aussi, Benoît, à quel point le Bayern. Benoît. Bruno. Bruno, pardon. Non, mais je sais pas pourquoi je t'ai appelé Benoît. Non, t'inquiète. T'inquiète, Chidoun. Vous pourrez m'appeler et écorcher mon prénom autant de fois. Je te rassure, avec conversation WhatsApp, je mets le Y à la place du I assez régulièrement. Et il n'y a pas de souci. Mais ça te montre à quel point, en fait, ce match était important pour le Bayern, quoi. Parce que, je veux dire, quand t'as autant la bave aux lèvres, l'expression est peut-être un peu abusée, mais pas loin. Non, la bave à roi. Oui. Oh, bien. Excellent. Allez, les grosses têtes. Si vous avez quelqu'un, on s'est les trompé grosses têtes. Mais en fait, ça te montre à quel point ils étaient surmotivés en face, quoi. Donc, ils en ont perdu un peu la lucidité. Je pense. Voilà. Et même Kompany en conférence de presse est venu faire un parallèle un peu maladroit, ou en tout cas en remettant Moussiala, en disant nous aussi on a eu Moussiala. Non, c'est pas la même chose. On n'est pas sur la. Oui, la blessure est grave aussi pour Moussiala, bien plus grave peut-être qu'Achraf Hakimi, mais pardon, c'était un contact avec un joueur, et là il n'y a pas d'intention de faire mal de la part de Donnarumma. J'espère qu'il fera comme a su le faire Liam Rosenior après la faute sur Malik Fofana, entraîneur de savoir Strasbourg. Faire son mea culpa quand on a très mal réagi et très mal communiqué après la grave blessure d'un joueur. Le minimum, c'est juste demander des nouvelles. On est sur 4 à 6 semaines pour l'instant, selon notre copain Loïc Tanzi. C'est plutôt une bonne nouvelle. Je me suis trompé là aussi, tu vois, de Julien Froment du service des sports de Radio France, qui a eu ses infos hier soir. C'est une grosse entorse, on l'a vu sortir, il y a des photos avec une botte pour tenir la cheville. Il est sorti en béquille, et on est sur 4 à 6 semaines minimum, avec des examens. On est jeudi aujourd'hui, il est 14h30 pendant qu'on enregistre ce podcast. On n'a pas encore les résultats des IRM qui étaient passés et des examens supplémentaires. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle si c'est 4 à 6 semaines, mais on parle de blessure. Après, il y a phase de reprise, etc. Réathlétisation d'un joueur d'impact et de rush comme Achraf Hakimi, où
Voilà, bon, ça reste une très mauvaise nouvelle, mais 4 à 6 semaines, c'est un moindre mal. On fait Moi, comment je là me méfierais quand même des diagnostics du jour J, parce que les sensations déjà ne sont pas du tout les mêmes que lorsque la chaleur redescend. Et mine de rien, tant que t'as pas un examen, une radio, un IRM, tu peux pas avoir de certitude. Est-ce que tu as un ligament qui est touché? Est-ce que tu as une petite fracture, même si elle n'est pas totale? Tu peux avoir une fissure. Donc moi, j'attendrais avant de crier De l'autre victoire, côté, Nuno entre Mendes, guillemets. on s'en rappelle. Nuno Mendes, ça avait duré combien de temps, son histoire avec le déplombes? Bah ouais. Donc, Alors, et c'était puis- pas ce qu'on annonçait au début. Et puis, tu auras donc le diagnostic. Et après, Ambre a totalement raison d'insister là-dessus. En fait, même si on était dans la version optimiste d'un 4 à 6 semaines, derrière, tu as le délai de reprise, le délai de réathlétisation, de reprise de rythme. Et encore une fois, ceux qui ont eu des blessures à la cheville savent comment ça peut être très, très contre-productif de revenir trop vite et qu'une blessure à la cheville mal soignée, allô Neymar Junior, tu peux le traîner très longtemps. Moi, je pense qu'il va y avoir aussi à un moment donné, peut-être, je ne vais pas dire un télescopage d'intérêt, mais il va y avoir des discussions entre la fédération marocaine et, De toute façon, le là, au club. moins, s'il y a une chose positive, entre guillemets, pour lui, c'est que là, il sera pas convoqué pendant la Mais trêve. moi, je parle pour la Coupe d'Afrique. Oui, mais là, déjà, il sera pas convoqué. Donc, moi, je pense que illico presto, tu le mets dans un avion, tu l'envoies à Spetar au Qatar. Hein. C'est ce qui peut lui arriver de mieux, là. Oui, mais il va être du coup dans une course contre la Bien montre. sûr. Et après, la science et la physiologie des joueurs parfois fait de la magie. Mais moi, je serais très surprenant d'avoir un Achraf Hakimi à 100% et dans les mêmes dispositions qu'on avait à la Coupe d'Afrique, même s'il est rétabli. Après, il sera peut-être, et on l'espère, apte à jouer. Mais après, avec quelles conséquences sur son corps, avec quel délai de récupération. Et ça, par rapport à la suite de sa saison et de sa carrière, il aura peut-être un choix à faire. En tout cas, bien évidemment, on lui envoie le maximum de courage et de bonnes ondes. Ça va être compliqué. Nous, on peut déjà se mettre en tête qu'on va pas le revoir avant janvier 2026 minimum du côté Minimum, du ouais. voilà. Même février, Ouais, si le février, Maroc oui, va loin, c'est ça. ce qu'on leur souhaite, ce Exact. sera mi-février au mieux. Oui, parce qu'en fait, je l'imagine même, tu vois, même s'il est Franchement, blessé une ou pensée à autre. tous les Marocains qui nous écoutent. Ah, hein, bah non, parce que mais, j'imagine, et là, ça dépasse les sphères du supporter du Paris Saint-Germain ou pas, s'il y a des Marocains qui nous écoutent, on est avec vous, quoi. Ah mais non, mais C'est pas facile. J'imagine effectivement la chose pour eux. On se rend pas compte en fait, je crois vraiment, Ah ouais. de l'impact qu'a Achraf Hakimi au Maroc et pour les fans du Maroc. Et hier soir, de toute façon, tu l'as senti, mais même dans le stade et sur les réseaux sociaux, tout le monde était atterré et catastrophé. Effectivement, voilà, c'était compliqué. À qui la faute de toutes ces... Alors, Dias, d'accord, mais le Paris Saint-Germain, Doué, Dembélé, qui se retrouve blessé, et maintenant Achraf Hakimi, est-ce que voilà, le Paris Saint-Germain doit se regarder un petit peu, se dire on aurait dû recruter, on aurait peut-être dû se renforcer, on devrait peut-être écouter un peu plus les joueurs, etc. Parce que là, je sais pas, on l'a effleuré tout à l'heure dans ce qu'on se disait, mais Ambre, on se les enchaîne là entre le Désiré Doué, ça claque la semaine dernière du côté de Lorient, là maintenant Dembélé. Bah, de toute façon, tu payes la campagne passée, ça c'est une évidence, encore une fois j'enfonce une porte ouverte, mais où le Paris Saint-Germain a voulu aller au bout d'une campagne exceptionnelle. C'est-à-dire que c'était le Paris Saint-Germain vraiment surfait sur quelque chose d'incroyable et a voulu aller au bout, montrer que c'était la meilleure équipe du monde. Ils sont allés jusqu'en finale de cette Coupe du Monde des clubs. Aujourd'hui, évidemment que t'en payes les pots cassés. La politique de recrutement, c'est autre chose parce qu'on sait que Luis Enrique, c'est un apôtre d'un effectif très limité. Il veut ça, c'est ce qu'il souhaite. C'est pas qu'il veut pas se renforcer, c'est qu'il en voit pas l'utilité s'il n'y a pas une valeur ajoutée par rapport à l'effectif dont il dispose. l'assume. Et il l'assume pleinement. Le problème, c'est qu'il y a une vraie part de risque parce que c'est de la chirurgie de précision qu'il fait à chaque match. Il est sur un fil, évidemment. Donc, après, il y a des choses que tu ne peux pas maîtriser. Il l'a dit d'ailleurs hier, ça fait partie du football, les coups. Voilà, ça c'est quelque chose. Est-ce qu'on peut le prévoir ? Pour Achraf Hakimi, peut-être un petit peu, parce qu'il joue tellement de matchs que, évidemment, que la prise de risque, elle augmente à mesure que tu l'exposes. Mais je sais pas. Là, j'arrive pas à savoir qui est le principal responsable de tout ce qui se passe parce qu'il y a trop de paramètres. Tidani, c'est quoi la faute à pas de chance, à se dire bon bah voilà, on a tenté Dembélé, pas de chance, c'est le mollet cette fois-ci qui va pas. Moi, j'entends quand même la petite musique hier de Barcola qui dit ça commence à tirer, on n'est pas bien. Et moi, je vois la tête de Fabien Ruiz à la fin
sorti, ouais. il grimaçait, il était dans un état, il avait mal partout. On se Quoi. demandait Et il a même fait un s'il sacré était match pas d'ailleurs, blessé. parenthèse. Hein. Mm. Merci Fabien Ruiz qui a fait un nombre d'interceptions monstrueuses. Effectivement. Mais en fait, c'est difficile de trouver des coupables. Il y a des coupables qui peuvent nous paraître évidents. Le staff médical, évidemment, forcément, sur le cas d'Embélé, les yeux vont se tourner vers lui. Mais en fait, il y a tellement de facteurs qui conditionnent l'état physique des troupes en ce moment que pour moi, il n'y a pas d'explication miracle. Je veux dire, t'as, oui, le calendrier qui use les corps, et ça, c'est incontestable. T'as la physiologie des joueurs qui est quand même une chose très difficile à prévoir, malgré tous les outils de mesure qu'on a aujourd'hui à disposition du côté des staffs pour mesurer, ok, tel joueur, sur ce match-là, on peut le faire jouer 20 minutes, tel joueur, il peut jouer 90. Oui, mais bon, après, un corps, ça reste un corps. C'est une matière vivante. Par exemple, Désiré Doué, on trouvait que la gestion était absolument parfaite. Bah oui. Jusque-là. Jusqu'au couac. Mais tu vois, et si Donc on voilà, avait la même discussion il y a 3 semaines, on trouvait ça exceptionnel. Exactement. Donc, tu as le calendrier, tu as la physiologie des joueurs qui est une science incertaine, tu as l'intensité et l'agressivité que peuvent mettre les adversaires. Et ça, je veux dire, c'est ta vie de champion d'Europe et c'est ta vie de sportif de haut niveau. C'est de pousser les corps à la limite. Donc, le PSG, je suis d'accord avec Ambre, pouvait difficilement faire mieux en termes de gestion que ce qu'ils font depuis le début de saison. Ils sont quand même allés jouer un match au Camp Nou en allant puiser parfois dans le centre de formation. Les joueurs qui sont utilisés en Ligue 1, la plupart, c'est des seconds couteaux. Moi, j'avais relevé, je crois que c'était il y a une semaine, les temps de jeu et les joueurs les plus utilisés en Ligue 1, c'est Zabarni, Warren Zaïre-Emery et Gonzalo Ramos, qui sont pas des joueurs cadres du Paris Saint-Germain. Ça montre bien qu'il y a une gestion quand même. En Ligue des Champions, c'est un peu plus les titulaires. C'est Vitinha, c'est Hakimi, c'est ces joueurs-là. Mais ça montre bien que aujourd'hui, Luis Enrique, il jongle avec des états de fraîcheur pour composer après une équipe sur le plan tactique. Donc moi, honnêtement, et puis il y a le grand écart avec la situation idéale de la saison dernière où il n'y avait pas de pépins, quoi. Ah oui, bah là... Donc là, il y a aussi le décalage. Donc, Et tu montais en puissance parce que tu avais une vraie préparation physique idoine, voilà, qui était calquée sur les attentes et les ambitions de ce Paris Saint-Germain. Quelles sont-elles aujourd'hui ? C'est la grande question. Voilà. C'est d'arriver en vie au mois d'avril. D'arriver en vie, rien que ça. Non, mais quand je dis en vie, c'est oui, bien sûr. Près dans les starting blocks, quoi. De moyens physiques et techniques pour pouvoir se mettre au niveau des objectifs, quoi. Parce que juste pour le calendrier, pour avoir regardé un petit peu le calendrier, je crois qu'il y a juste une semaine entre le match entre Monaco et Rennes, c'est fin novembre, et ensuite derrière tu joues tous les 3 jours encore, tu enchaînes jusqu'au 21 décembre avec un match de Coupe de France. Juste avant, il y aura eu l'International Cup du côté de Doha, et tu reviens le 4 janvier avec le derby face au Paris FC au Parc des Princes, et ensuite tu pars au Koweït. Ce serait bien que ça s'arrange la situation avec Mbaye quand même, qu'ils reviennent notamment. C'est ça. Ça ferait pas de mal. Il va falloir regarder un petit peu sa situation. Alors là, il est revenu parce que, comme nous l'avait expliqué dans la tribune lundi, Marc Méchénois, il nous l'avait expliqué, Mbaye a joué 3 matchs de Ligue des Champions depuis le début de saison, donc il ne pouvait pas aller en Youth League, sinon il aurait peut-être bien... Après, je vous ai écouté, il a aussi un petit peu parlé de son agente, oui, tout à fait. Je vous conseille d'aller réécouter ça. Voilà, une conseillère d'orientation. Voilà, c'est comme à l'école, une certaine Faiza, elle, qui est désormais conseillère de la famille Mbaye pour le petit, et je suis pas sûr que ça plaise forcément du côté du Paris Saint-Germain. On verra la suite, bien évidemment, pour Ibrahim Mbaye. Les amis, en 10 secondes, match le dernier avant la trêve internationale face à Lyon. Ça peut s'annoncer... Moi, Lyon est une équipe qui me plaît beaucoup dans sa générosité, dans sa construction, malgré 3 francs 6 sous et 3 pins et 2 dragibus. Après 3 francs 6 sous, Hendrik, hein, peut-être. Oui, ça peut aller vite. Oui, mais on va voir. Mais je sais pas avec quel argent, je sais pas quel est le. Voilà, bref, c'est ça. Un jour, on m'expliquera. Mais voilà, ce match peut être assez intéressant aussi sur la forme comme sur le fond. On va voir déjà avec qui on y va et comment ça va se passer. Ouais, mais ce qui est bien, c'est qu'il se pose exactement la même problématique du côté des rangs de Paulo Fonseca. C'est vrai. C'est 2 équipes qui ont pas mal à proposer et qui ont pas mal de pépins, parce que eux, Malik Fofana, c'est un gros coup dur, hein, aussi, gros déficit créatif aussi dans cette équipe. Je pense que ça va être un match très intéressant. Le match d'après est toujours très intéressant. De toute façon, voilà, pour le Paris Saint-Germain, comme je l'ai dit, pour moi, ils sont irréprochables dans l'état d'esprit.
il faut maintenant le montrer, c'est-à-dire montrer que ça n'a pas impacté ce qui s'est passé face au Bayern Munich et que ça reste un accident de parcours. Et là, maintenant, il faut montrer en Ligue 1 ce qu'ils ont un peu dans le ventre parce qu'ils ont laissé des plumes sur les derniers matchs. Voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un peu le Paris Saint-Germain à 2 jours de plus, puisqu'on rappelle que Betis Séville Lyon en Europa League jeudi pour les Lyonnais. Donc ça, c'est un avantage quand même pour le Paris Saint-Germain sur cette rencontre, Tidiani. Oui, ou tout du moins, les deux équipes auront eu une échéance européenne pendant la semaine. Donc à ce niveau-là, tu partiras à égalité. Maintenant, le PSG a quand même beaucoup plus de moyens en dépit des absents, des difficultés, des blessures, des méformes. Franchement, moi, quand je vois comment Fonseca doit composer une équipe, parce qu'il y a des joueurs qu'on découvre, mais il y a aussi d'arriver à les associer, à créer un puzzle cohérent. Et je trouve qu'il l'a fait avec beaucoup de mérite et avec, franchement, un rendu qui est pas dégueulasse non plus, parce que Lyon, moi j'aime bien, c'est pas uniquement des résultats au-delà des attentes, c'est aussi une équipe qui joue, qui est cohérente et qui est franchement sympa à voir jouer. Moi j'espère juste qu'on aura un match agréable à suivre. Voilà, parce qu'après pour le reste, honnêtement, c'est un match de début novembre. Et on sait que pour ces équipes-là, il y a quand même beaucoup de choses qui vont jouer un peu plus tard dans la saison. Donc le PSG a perdu beaucoup de points, Ambre, tu l'as dit déjà, en championnat. Est-ce qu'ils sont suffisamment forts en ce moment athlétiquement pour aller gagner à Lyon face à un Lyon qui est une équipe très honnête de notre championnat ? Je ne sais pas, mais il serait bien inspiré de le faire pour rassurer un petit peu tout le monde. Et ce sera à suivre, bien évidemment, sur l'antenne d'ici Paris, Île-de-France. J'aurai le plaisir de vous retrouver avec Pia Clément et Eric Rabé-Sandratana pour cette rencontre. C'est à 20h45 dimanche. Les amis, il est temps de se dire au revoir. Voilà, 100% PSG, la tribune, c'est terminé pour aujourd'hui. Énorme merci à Ambre, merci à toi, énorme Bruno. Merci à Tidiani et à Elori qui a réalisé ce podcast. Merci à vous toutes et à vous tous. Et à toutes les armoires dans la chambre de Tidiani. C'est ça, oui. On salue tous les meubles. Tous les tiroirs. Oui, voilà, pas de discrimination. Les commodes ont aussi droit d'être cités, s'il vous plaît. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous n'hésitez pas bien évidemment à partager cette émission, à la commenter, à nous dire ce que vous avez pensé un petit peu de nos avis. Et puis on se retrouvera bien évidemment lundi pour un débrief de cette rencontre face à Lyon. On aura le plaisir encore une nouvelle fois de retrouver des membres de l'équipe de la tribune PSG. Merci à toutes et à tous. Je vous rappelle que demain aussi vous retrouverez le MAG. C'est tous les jeudis. Et demain, Pia Clément reçoit dans le MAG Luis Fernandez, légende du Paris Saint-Germain, qui va reparler un petit peu de toutes ces histoires au PSG, et il en a toujours lui aussi plein le tiroir. Merci à toutes et à tous, il est temps de débrancher ce podcast.